Maître Clément. Je salue tous les amis du CREDA et tous ceux qui se sont joints à nous en cette journée. La question de la révision ou de l'établissement d'une nouvelle constitution, c'est une question qui est devenue à la une. Même si nous pouvons nous demander pourquoi réviser ou pourquoi une nouvelle république. On dirait que la révision ou l'établissement d'une nouvelle constitution devrait constituer une panacée pour le développement de la RDC. Comme si les problèmes de la RDC étaient vraiment liés à la Constitution. Donc, pour notre part, c'est d'abord un faux débat. Essayer d'imputer tous les problèmes de la RDC à la Constitution. Nous savons qu'aucune Constitution n'est parfaite. Même celle que l'on voudra établir aura toujours des tares, aura toujours des imperfections. Donc, c'est vraiment illusoire de penser faire d'une constitution un véritable texte qui serait à l'abri des imperfections. Alors, dans cette communication, je vais m'appesantir sur 3 points. Le premier est celui lié à la révision et à la 4e République pour que nous puissions avoir tous le même entendement. Le deuxième point est lié aux différentes propositions qui sont faites, qui sont débattues, soit en faveur de la révision de la Constitution, soit en faveur de l'établissement d'une nouvelle Constitution. Et le troisième point, tout en étant conscient et convaincu que la démarche en vue de la révision de la Constitution ou d'une nouvelle Constitution, c'est une démarche opportuniste, nous pouvons toutefois être ouverts à une certaine possibilité d'envisager une révision, mais sur certains points, afin d'éviter d'ouvrir la boîte de Pandore. Voilà le cadre dans lequel s'inscrit ma communication. Réviser, c'est un mécanisme. C'est une ressource qui doit contribuer à la consolidation de la Constitution. En d'autres termes, la révision vise les améliorations nécessaires pour que la Constitution soit consolidée. Ce qui fait qu'une révision de la Constitution doit s'inscrire dans l'intérêt général. On ne peut pas concevoir une révision de la Constitution, mais qui est conçue dans un sens, soit de consolider des dividendes pour une certaine majorité au pouvoir, ou alors une révision dans le sens de créer les conditions pour une certaine pérennisation du pouvoir. Donc, le but de la révision est d'apporter ces améliorations nécessaires lorsqu'on s'est rendu compte que dans l'application de la Constitution, soit certaines tares congénitales se manifestent et constituent un véritable handicap pour le bon fonctionnement de la Constitution, ou alors on s'est rendu compte que dans la mise en œuvre de la rue et qui nécessite de corrections nécessaires. Et dans ce sens ici, la révision a un sens. Alors le problème est celui de savoir s'il faut vraiment réviser la Constitution. Est-il opportun de réviser cette Constitution que nous considérons d'ailleurs dans l'histoire de la RDC la Constitution de tous les records? Probablement les conditions ou les circonstances qui ont présidé à son élaboration, ce sont des conditions peut-être que ces dévancières n'avaient pas connues. Et donc, nous avons tout intérêt à préserver ce monument qui célèbre 18 ans. Donc, la question, c'est de savoir, est-ce qu'il faut réviser et réviser pourquoi cette Constitution?
De l'autre côté, la contradiction, c'est qu'il y a ceux-là qui estiment que cette constitution, elle a déjà vécu. Elle a vécu parce qu'elle a été élaborée dans un contexte post-conflictuel, même si cet argument n'est pas toujours convaincant, parce que les différentes constitutions qui ont été élaborées et adoptées au monde l'ont été dans des circonstances particulières. Et la nôtre a été élaborée dans un contexte particulier. Ce n'est pas le changement du contexte qui doit influer sur la nécessité d'élaboration d'une nouvelle constitution, mais c'est le pourquoi du passage de la constitution de la Troisième République, vers la constitution de la Quatrième République. Et ici, j'utilise le langage officiel, celui auquel nous sommes habitués, qui considère que nous sommes dans la Troisième République. Mais en fait, c'est par convention, parce qu'en réalité, avec toutes les constitutions que nous avons connues, avec toutes les révisions que nous avons connues, en tout cas, nous ne sommes pas dans la Troisième République. Mais si nous considérons la République comme ce laps de temps entre l'adoption d'une constitution précédente et l'adoption d'une constitution actuelle, alors là, nous pouvons dire que nous sommes dans la Troisième République et si nous devons élaborer et adopter une nouvelle constitution, nous serons bel et bien dans la Quatrième République. Donc voilà un peu le cadre du débat entre ceux qui estiment que la constitution actuelle mérite qu'on y apporte de retouches, peu importe le degré ou l'ampleur de ces retouches. Et d'autres qui estiment qu'il faut prendre les taureaux par les cornes en arrimant la RDC dans la Quatrième République. Alors que ce soit les révisionnistes, que ce soit ceux qui veulent passer à une nouvelle République, les arguments avancés, et là j'entre déjà dans le deuxième point, les arguments avancés sont plus ou moins les mêmes. Il y a la question du nombre et de la durée des mandats du président de la République comme l'un des points saillants de la révision ou d'une nouvelle République. De là, je me pose même une question. Est-ce que le problème de la RDC est celui lié au nombre et à la durée des mandats du président de la République? Je pense que le problème est ailleurs. En Afrique, nous avons malheureusement utilisé ce petit jeu de ping-pong en jouant sur la durée des mandats pour permettre à celui qui exerce son dernier mandat d'avoir la possibilité de se représenter à travers une nouvelle durée. Parce qu'il dira, si la première durée était de 5 ans et que l'on passait à 7 ans, il y a de chances que le candidat qui épuise son mandat sous l'empire de la Constitution actuelle puisse se représenter sous le prétexte que les deux mandats qu'il a exercés, c'était sous l'empire d'une Constitution qui a été abrogée et qu'avec le septennat, par exemple, il n'a pas encore exercé un mandat. C'est un peu cette recette qui est promue dans la plupart des États africains. Nous avons des cas au Congo-Brazzaville, nous avons des cas en Guinée avant le coup d'État, en Égypte, en République centrafricaine. Bref, cette technique de pouvoir jouer sur la durée du nombre de mandats ne participe pas à la consolidation de la Constitution. Donc, c'est une vision qui est de nature à créer les conditions pour la pérennisation du pouvoir, car ce n'est pas la durée ou encore le nombre de mandats qui sont de nature à impacter sur le développement dont nous avons besoin. Donc la Constitution n'est qu'un instrument, mais la Constitution ne peut pas garantir à elle seule le développement d'un État. Donc si la RDC se retrouve dans cette situation de sous-développement, ce n'est pas à cause de la Constitution,
Mais c'est à cause des hommes et des femmes qui manquent à la République. C'est à cause des hommes et des femmes qui n'ont pas su relever le défi du développement. Donc, on ne peut pas imputer à la Constitution ce qu'elle n'a pas fait. Nous ne pouvons pas nous abriter derrière certaines imperfections qui peuvent être normales de la Constitution pour accréditer la thèse que l'unique salut, l'unique solution serait de passer à la révision ou à l'établissement de la Constitution. Une autre question, c'est celle en rapport avec les gouverneurs. Certains disent qu'il faudra passer à la nomination des gouverneurs comme c'était par le cas. Mais ici, nous risquons de faire un pas, je ne dirais pas un pas, mais plusieurs pas en arrière. Nous venons d'une histoire, nous avons expérimenté les gouverneurs nommés. Nous sommes dans le cadre du régionalisme. Mais on ne peut pas concevoir dans le cadre d'un régionalisme où la province est une composante politico-administrative, n'est pas une subdivision de la République, mais une composante politico-administrative de la République, au même titre qu'avec le pouvoir central. Alors, la libre administration de province, mais c'est un principe clé que nous devons consolider. Donc, je ne pense pas que le retour au gouverneur nommé serait vraiment une solution pour la République. Je peux toutefois concéder en disant la modalité actuelle de désignation du gouverneur a montré ses limites, bien entendu. Mais ce n'est pas en nommant les gouverneurs de province et que la situation peut s'améliorer au niveau de la gestion de nos provinces. Une autre question, c'est un rapport avec les institutions provinciales, mais ici, je pense aux assemblées provinciales. Il y a ceux-là qui estiment que les assemblées provinciales créent plus de problèmes qu'elles ne les résolvent, qu'il faudrait par conséquent qu'elles puissent disparaître. Moi, je pense que c'est une mauvaise perception de la réalité. Il y a des provinces dans lesquelles les assemblées provinciales ont effectivement réalisé un grand travail appréciable, un travail non seulement au niveau du contrôle, mais aussi au niveau de l'impulsion du développement des provinces. Donc, on ne peut pas considérer quelque état dans le fonctionnement, quelques dysfonctionnements dans les rapports entre les deux institutions provinciales pour jeter vraiment la pierre sur les institutions provinciales, mais du point de vue du fonctionnement des assemblées provinciales. Je pense qu'on peut améliorer, mais les supprimer ne répond pas vraiment à la philosophie d'un État régional. Alors, à ce mouvement ici de la révision et même de l'élaboration d'une nouvelle constitution, le débat s'est aussi focalisé autour de la proposition du professeur Ndaiwel Isidore, qui a voulu exhumer le projet de la constitution élaboré par la Conférence nationale souveraine. J'ai parcouru cette constitution-là, alors je me demande qu'est-ce qu'elle a de plus que nous pouvons admirer que la constitution actuelle n'a pas. Comment concevoir que nous sommes en 2024, nous proposer une recette qui date de plus de 30 ans, une recette qui a pris en compte la situation et le contexte qui prévalait à l'époque. Donc, ce n'est pas en reprenant le projet de constitution de la CNS que les problèmes du développement de la RDC seront résolus. Et dans ces propositions qui accompagnent ce projet-là ou cet avant-projet-là, il y a même l'idée d'un mandat de 9 ans. C'est bien beau, un mandat de 9 ans. Mais qu'est-ce qui garantit qu'après les 9 ans, celui qui a exercé le mandat ne soit pas appelé ou ne soit pas tenté à pouvoir se représenter?
Donc, cette recette, je ne pense pas qu'elle soit appropriée à la situation actuelle. Je peux concéder sur l'idée d'instaurer un État fédéral avec des constitutions fédérales. Je ne pense plus que ce soit un tabou. La constitution de Louis s'était prononcée en faveur d'un État fédéral. La même idée a été reprise par cet avant-projet de la Constitution. Et nous sommes dans un État régional qui est l'antichambre d'un État fédéral. Et d'ailleurs, il y a certains principes qui sont dans l'État régional que nous retrouvons dans l'État fédéral, ce qui fait que le passage d'un État régional à un État fédéral ne devrait pas poser de problème et n'a même pas la nécessité de pouvoir passer par l'établissement d'une nouvelle constitution. D'autant plus que le passage d'un État régional à un État fédéral ne diminue pas les prérogatives qui sont reconnues à la Constitution. Alors, au regard de tous ces éléments, je sais qu'il y a plusieurs questions qui intéressent les débats autour de la révision ou de l'établissement d'une nouvelle Constitution. Mais je suis convaincu que ceux qui viendront après moi vont s'appesantir sur l'une ou l'autre question. Maintenant, là, je voudrais passer au troisième point. Bon, nous avons dit que la démarche pour la révision de la Constitution ou pour l'établissement d'une nouvelle Constitution, c'est une démarche qui est opportuniste et à notre sens inopportune, au regard d'abord de la richesse immense qui est enfouie dans la Constitution actuelle. Mais si jamais on estimait nécessaire de pouvoir apporter quelques correctifs à la Constitution actuelle, j'évacue l'idée d'élaboration d'une nouvelle Constitution parce que les conditions qui avaient prévalu lors de l'élaboration et de l'adoption de la Constitution actuelle, ce sont des conditions que nous n'avons pas. Là, c'était un processus très inclusif, un processus très participatif, un processus très consensuel, et c'est peut-être là ce sont peut-être là les raisons de cette solidité que nous pouvons reconnaître à cette Constitution. Donc, le contexte qui avait prévalu à son élaboration et à son adoption était un contexte favorable. Aujourd'hui, nous n'avons pas ce contexte. Si aujourd'hui on s'hasardait à établir une nouvelle Constitution, elle serait vraiment une Constitution unidimensionnelle. Une Constitution qui serait élaborée par la majorité avec l'exclusion d'une bonne partie de ceux qui ne se reconnaissent pas dans la Constitution. Or, c'est une valeur lorsque les règles des jeux sont écrites ensemble. Ça permet d'éviter une certaine personnalisation. Pour écrire une nouvelle Constitution dans ces circonstances, avec un Parlement qui est dominé par une classe politique, il y a risque que le résultat ne soit pas celui qui est de nature à contribuer à assurer une certaine cohésion nationale et surtout une constitution qui serait dépersonnalisée. Ce qui fait que je serai un peu plus ouvert lorsque on décide, par exemple, de réviser la Constitution et sur quels éléments. Par exemple, partons de l'élection présidentielle. Moi, je suis en faveur que l'on puisse rentrer à l'ancienne modalité de 2 tours. Parce qu'il est inimaginable dans un État comme le nôtre qu'un président soit élu même par un candidat ayant obtenu 10%. Alors, vous imaginez, avec le taux d'abstention, s'il est trop élevé, un président qui est élu par 10% de la population, tout simplement parce qu'il a eu une seule voix plus que les autres candidats,
Et je pense que se pose un sérieux problème de légitimité dans un État comme le nôtre à la dimension d'un continent. Donc le retour aux deux tours, je pense que c'est une solution qui est possible si jamais, je dis bien si jamais, on se mettait à une table pour la révision de la Constitution. En ce qui concerne les institutions provinciales, qu'est-ce que nous avons constaté? Nous avons constaté que beaucoup d'exécutifs provinciaux n'ont pas la possibilité de réaliser leur programme parce qu'ils sont très souvent, enfin, ils ne sont pas à l'abri des motions de censure qui sont parfois exagérées. Ce qui fait qu'il se crée un certain déséquilibre entre les assemblées provinciales et les gouvernements provinciaux. Alors, pour restaurer un certain équilibre, je serais par exemple favorable à ce que les gouverneurs des provinces ne soient plus élus par les assemblées provinciales, donc une sorte d'élection au suffrage universel direct, mais pour assurer un équilibre entre les deux institutions provinciales, pourquoi ne pas envisager la possibilité d'une révocation populaire à l'endroit des députés provinciaux? Parce que nous avons constaté que depuis 2006, les assemblées provinciales peuvent s'évertuer à adopter des motions de censure dont certaines sont peut-être des réactions parce que le gouvernement provincial n'a pas répondu à leurs doléances, parfois pour l'augmentation de leurs émoluments, alors elles attendent au tournant le gouverneur de province. Alors certaines motions de censure sont initiées non pas parce qu'elles s'inscrivent dans un véritable contrôle de l'activité des gouvernements provinciaux, mais parce que ce contrôle obéisse à une certaine logique, à un certain règlement des comptes entre les deux institutions. Alors, dans ce cas ici, les gouverneurs de province sont effectivement inféodés aux assemblées provinciales qui peuvent décider quand et comment faire partir les gouverneurs, alors que eux sont rassurés de pouvoir exercer leur mandat en toute tranquillité. Alors, un mécanisme tel que la révocation populaire de députés provinciaux, je pense que c'est un mécanisme qui pourra aussi discipliner nos députés provinciaux. Alors, dans le cadre des rapports entre le pouvoir central et les gouverneurs de province, je suis en faveur de la suppression de ce dédoublement fonctionnel du gouverneur de province. En tout cas, cette double casquette du gouverneur de province a été un moyen pour le pouvoir central de récupérer ce que la Constitution lui a ôté en 2006. Donc nous assistons à une sorte de régionalisme centripète, un régionalisme dans lequel c'est le centre qui devient le point focal qui attire vers lui, alors que nous aurions dû vivre un régionalisme centrifuge. Aujourd'hui, les gouverneurs de province sont plus à Kinshasa que dans leur province. Le ministre de l'Intérieur peut les appeler à tout moment avec cette télégramma, je ne sais pas comment je vais appeler ça, télégrammaphobie, télégrammanie, où il suffit pour un petit rien, voilà, vous êtes convoqué à Kinshasa. Alors, pourquoi ne pas décharger le gouverneur de province de cette fonction de représenter le pouvoir central dans les provinces et de coordonner les services publics qui relèvent du pouvoir central en province? Pourquoi ne pas recourir, par exemple, à une solution qui avait été tentée par la loi fondamentale d'un commissaire qui serait alors le représentant du pouvoir central en province, ce qui permettrait de dégager, de libérer le gouverneur de province de cette pesanteur de la double casquette
qui fait de lui plus un agent déconcentré qu'un chef de l'exécutif provincial. Il y a aussi une autre idée, c'est celle de limiter la transhumance politique. Il est inconcevable, même pour l'éthique politique, que nous puissions assister à des changements de majorité au cours des législatures. Dans un État qui se respecte, dès lors qu'il n'y a pas de majorité parlementaire, ça dépend, soit on recourt à la formation de gouvernements de coalition, soit on rentre aux urnes. Parce qu'il y a une sorte de contrat, une sorte de confiance qui se crée. Mais lorsque les majorités changent en cours de la législature, c'est une sorte d'encourager cette transhumance politique, permettez-moi, c'est un terme qui ne sonne pas bien, mais un terme peut-être qui reflète cette situation, cette prostitution politique, éthiquement parlant, en tout cas, elle n'honore pas certains de nos députés. C'est dans ce cadre que je suis, par exemple, favorable à ce que même les mandats de députés soient des mandats limités. Donc, instaurer le principe de la limitation de tout mandat électif. Peut-être une disposition qui limite à 3 ou à 4 la possibilité qu'un candidat, en fait, la possibilité qu'un député puisse exercer son mandat. Donc, ça permet le renouvellement de la classe politique. Ça peut aussi permettre d'éviter cette pérennisation dès lors que ce sont les mêmes personnes qui reviennent au sein de nos institutions. Il y a aussi une sorte de sclérose. Alors, je serais favorable à ce que l'on puisse limiter le nombre des mandats, même pour les députés. Au niveau de la Cour constitutionnelle, s'il me reste même quelques minutes, je vous saurai gré de m'avertir pour ne pas être rappelé à l'ordre. Oui, prof, il vous reste encore 3 minutes. Merci beaucoup, merci. Alors, au niveau de la Cour constitutionnelle, je suis aussi favorable à l'élargissement de sa composition. Parce qu'avec tous les dossiers que la Cour constitutionnelle peut traiter, au regard aussi de l'immensité de la RDC, faire reposer ce travail-là sur 9 juges, je pense que nous demandons trop à ces juges et je ne pense pas que le contexte dans lequel ils évoluent soit un contexte qui favorise vraiment le travail qu'ils accomplissent. Alors, l'élargissement peut aussi être accompagné de la possibilité de récusation des juges constitutionnels. Parce qu'il est inconcevable que quelqu'un qui fait des déclarations qui sont contraires au devoir de sa réserve puisse siéger dans une affaire et comme la récusation n'est pas autorisée au niveau de la Cour constitutionnelle, ça crée déjà un problème même au niveau de crédit. Voilà, monsieur le modérateur, les quelques points sur lesquels je pouvais insister. Je sais qu'il y en a beaucoup, mais la contrainte du temps fait que je puisse me consacrer sur ça et je pense avoir dit l'essentiel.